Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Angelier et encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir à l'entrevue. L'hiver achève, l'hiver est presque fini, le printemps s'en vient et j'espère que vous en profitez bien. Avril est le mois de l'autisme au Québec, un mois où on informe, on sensibilise la population sur les troubles du spectre de l'autisme, aussi appelé TSA maintenant. Le thème d'ailleurs cette année est « Faire briller l'autisme à travers toute sa diversité ». Il y a quelques années, on appelait ça davantage, on parlait de ça davantage comme un TED ou encore un syndrome d'Asperger. TED étant trouble envahissant du développement. Aujourd'hui, on utilise plus une nouvelle appellation qui est le TSA pour les troubles du spectre de l'autisme, dont la classification, dans le fond, n'a pas de sous-groupe. On parle plus d'un continuum de niveau de sévérité et des troubles qui y sont associés. Alors, on fait un spécial cette fois-ci, on consacre 2 émissions et on va tenter d'en apprendre, de parfaire nos connaissances sur le sujet, que ce soit tant au niveau du trouble en tant que tel, des impacts chez les enfants et pour les parents qui, des fois, leur réalité peut être assez complexe. Alors, c'est avec un grand plaisir et beaucoup de respect que je vous présente cette semaine nos 2 invités pour nos 2 prochaines émissions, Mme Marie-Ève Hunter et M. Tim Sutton, qui sont parents de 2 garçons qui auront bientôt 10 et 13 ans, qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Salut à vous 2. Salut. Bonjour Michel. Tellement content de vous recevoir et merci de votre présence parce que j'ai comme l'impression que de rentrer un petit peu dans votre intimité, ça va peut-être nous permettre un peu de comprendre, un peu, je le dis bien, un peu mieux votre quotidien. Merci. On est correct? Beaucoup. On y va? Pour commencer tout ça, je me demandais si le fait de mettre dans la même catégorie toutes les différentes formes d'autisme, d'englober tout ça, si au contraire ça ne créait pas plus de préjugés, de confusion. Puis j'ai comme l'impression qu'on a une tendance à les comparer entre eux encore un petit peu plus. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Moi, je pense que le fait de les mettre tous ensemble, c'est plutôt pour éviter de diviser ça en certains, comme tu disais tantôt, en certains sous-groupes, en certains troubles différents un de l'autre. C'est tous la même chose, c'est tout TSA regroupe tous les spectres de l'autisme au complet. Donc, le TED est inclus là-dedans, l'Asperger est inclus là-dedans, tout se retrouve là-dedans au complet. On perd pas les troubles qu'on avait avant, c'est tout que tout maintenant se retrouve tout ensemble. Avec la notion d'inclusivité qui est un petit peu plus là, Exactement. De moins faire des différences entre les gens. Exactement, puis on s'aperçoit que, tu sais, l'autisme, il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste pour essayer de mettre ça, tout dépendant des atteintes, avec un niveau TSA, niveau 1, niveau 2, niveau 3, oui, ou TSA, niveau léger. Niveau de sévérité, là. TSA, niveau léger, modéré, sévère. Donc, moi, je pense que c'est plus à ce niveau-là. Mais au contraire, ça permet juste d'englober tous ensemble puis de dire, tu sais, c'est tous la même chose, là, et non de les diviser, là. Mais d'être prudent quand on compare un niveau sévère, peut-être, je ne connais pas beaucoup ça, là, à un niveau léger, parce qu'il peut y avoir 2 mondes qui les séparent. Effectivement. Bien, au début, le TED, le trouble d'envahissement de développement, était surtout un stade pré-autiste. OK. Tu n'étais pas assez atteint pour être appelé un autiste. Ouais. OK. Fait que là, ils ont tout mis ensemble, puis tu l'as dit en entrée de jeu, là, le continuum. Parce que la personne peut évoluer selon le continuum du spectre. Tu peux avoir un diagnostic de modéré sévère quand tu es jeune, mais tu peux évoluer dans le temps tout au long du spectre. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils ont comme tout englobé ça ensemble. C'est ça, c'est positif, mais en même temps, bon, il n'y a rien de parfait, il faut être prudent par rapport aux comparaisons qu'on peut faire. Effectivement. Un enfant qui a un diagnostic TSA est autant TSA qu'un autre. Fait que, comme tu dis... Il est de façon différente. Exactement, ils sont de façon différente, ont des symptômes différents, ont des atteintes différentes au niveau de leur allons-y justement, et là, je ne veux pas la définition du dictionnaire parce que c'est facile à la lire, mais votre expérience de parent, là, pour vous, c'est quoi en quelques mots l'autisme? C'est la grosse question, mais pour vous, avez-vous une petite définition que vous pouvez nous donner par rapport à tout ça? L'autisme, c'est surtout certains aspects des caractéristiques qui sont touchées chez l'enfant. Par exemple, si on prend nos enfants au niveau de l'autonomie. Okay. L'autonomie est beaucoup atteinte. Ça ne paraît pas dans leur face quand on les voit, mais au niveau de l'autonomie, c'est très touché. La communication, aller chercher de l'information des enfants, c'est très difficile. Okay. On ne peut pas leur demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école. C'est ça. Question ouverte, ça ne marche pas. Non. Il faut être précis, puis dans un... Avez-vous fait des maths aujourd'hui, oui ou non? Avez-vous fait de l'éducation physique, oui ou non? C'est vraiment le traitement de l'information dans leur cerveau qui se fait pas comme les gens. Qui se fait pas comme normal. Neurotypique. Donc, il faut prendre... Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette expression. Moi, je me plais à la répéter, c'est bien. Eux, ils vont analyser l'information
complètement différemment de la nôtre. Souvent, on va leur donner des consignes ou de l'information, mais tu vas voir que ça prend du temps, ça chemine. Ils vont te répondre quelque chose que tu t'attends pas à ça du tout, mais ils vont finir par avoir le résultat que tu attendais. Okay. Ça, c'est vraiment un traitement d'information qui est complètement différent. Les connexions, les chemins dans le cerveau se fait complètement différemment du nôtre. Ouais. Alors, si je disais, d'accord, revenons un petit peu au début. Lorsque l'annonce du diagnostic tombe, qui, je présume, au préalable, il y avait quand même des doutes ou peut-être une investigation qui avait commencé à se faire, peut-être. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du moment de cette annonce-là? J'imagine, je n'ai pas de mots pour le décrire, ça devait être quelque chose en soi. Hein? Et puis, comment vous avez réagi à ça au moment où ça s'est passé, tout ça? Bien, c'est notre plus vieux qui a eu son premier diagnostic, c'est bien certain, c'est Derek. Derek, il y avait des particularités en vieillissant. C'est pas un bébé qui riait. Puis souvent, mes parents, quand ils le gardaient ou quelque chose de même, me disaient « Il est plate, ton bébé, il rit pas. » Tu sais, des commentaires comme ça. Tu sais, il jouait pas comme les autres, il s'amusait pas avec les autres, il ne regardait pas quand on lui parlait. Mais tu sais, t'es tout le temps un peu comme dans le... Ben non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Mais à un moment donné, il avait commencé à parler, plus jeune aussi, à dire des mots, papa, maman. Puis tout d'un coup, il a arrêté aussi de parler. Il parlait plus. Fait que là, c'est Tim qui a commencé à dire, tu sais, a commencé à dire, ben tu sais, Marie, je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose, je trouve ça un peu bizarre, il y a des doutes, ci pis ça. Puis moi, étant enceinte, j'étais, ben non, franchement. Fait que, ben c'est ça, ouais. C'est que tu étais enceinte de ton deuxième, ouais. que tu as appris que ton premier... C'est ça. Exactement. Avait le diagnostic et que probablement il y avait de fortes chances que celui que tu portais aurait le fait. C'est ça. On est allé à une fin de semaine en chalet, une fin de semaine de chalet. J'étais enceinte de 32 semaines environ. Puis toute la fin de semaine, je regardais mon garçon aller, puis j'essayais de me souvenir, comparer avec les enfants que je connaissais qui avaient la même âge. Puis effectivement, à la fin de la fin de semaine, j'ai regardé Tim, j'ai dit OK, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là. Mais moi, j'étais en arrêt de travail parce que j'étais enceinte. Fait que de chez nous, le lundi matin, je suis allée fouiller Autisme Québec, ces choses-là. OK, puis, ça s'est quand même fait vite, tout ça. Oui, là. oui. Puis c'est là que je me suis aperçue que, ben tous les symptômes qui étaient écrits, ils les avaient. Fait que là, je me suis mis à paniquer. J'étais toute seule chez nous. J'ai appelé au numéro Autisme Québec. Puis j'ai parlé avec la madame pour lui dire, là, je lis. Puis là, tout ce qui est écrit là, mon garçon, il y a ça. Qu'est-ce que je fais? Fait qu'il y avait quand même quelque chose de solide. Fait qu'elle m'a dit, filme-le. Prends-le en vidéo, fais ces choses-là, puis allez consulter un médecin. Fait que là, quand Tim est arrivé, là, j'étais en panique de travailler, puis c'est lui qui a pris ça en main après ça là, pour aller consulter, puis tout ça. Puis ça n'a vraiment pas pris de temps avec notre médecin de famille qu'on est allé voir un pédiatre. TSA probable, tombé rapidement. C'était comme assez évident pour le médecin? Oui, c'est ça, exactement. Puis le petit avait 18-20 mois à l'époque, là, il était pas vieux. Quand même, hein? Oui. Puis moi, j'étais enceinte, quand on a eu la confirmation, j'étais enceinte de 36 semaines de mon garçon, de mon deuxième. De 36 semaines? Oui, j'étais enceinte de 36 semaines de mon deuxième. Puis, ben c'est ça. Là, tu as un petit garçon qui est autiste. Bien là, c'est sûr qu'il y a des risques un peu plus élevés que ton deuxième le soit. Fait que ça n'a pas été facile, la fin de grossesse. Je le voulais plus parce que je me disais que ça allait être dur. Je m'en occupais de un. Fait que là, je voulais pas avoir un deuxième nécessairement. Fait que c'était beaucoup de psychothérapie et de dans le fond, votre façon de réagir, c'est aller chercher de l'aide, du support, de l'aide pour essayer de... Parce que, à un moment donné, il faut bien, là. Ben là, c'est parce que j'étais à 36 semaines, fille, là. Faut que tu accouches. Je veux dire, ça ne revira pas de bord, là. Fait que c'était beaucoup... Tu n'étais pas surprise, à quelque part, d'avoir le diagnostic du premier, mais de l'avoir officiel, veux pas, ça passe dans un autre corridor. Exactement. C'était un deuil. C'était un choc. Les deuils au quotidien, tous les jours. Les deuils au quotidien, tous les jours. Puis en plus, c'est ça, c'est que... Bien là, j'ai un enfant autiste à m'occuper, j'aurais pas le temps de m'occuper d'un deuxième, tu sais, d'un bébé qui arrive. C'était tout ça qui se passait dans ma tête là, qui a fait en sorte que... Puis là, avec le support, l'aide et tout ça, la machine s'est enclenchée tranquillement, puis tranquillement, on prend... C'est ça. On s'habitue. On s'habitue. Parce que c'est ce que vous connaissez, si on va revenir là-dessus. On s'habitue, parlant de s'habituer. J'imagine que l'adaptation pour des parents qui ont 2 enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ça fait partie du quotidien, vous n'avez pas le choix, il faut faire avec ça. Et comment, au début, là, on se débrouille avec tout ça, parce que ça ne vient pas avec un beau mode d'emploi, là, tout ça? Là. Non. Ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Michel, je te dirais aussi, là, le premier, il ne dormait pas non plus, hein, il ne faisait pas ses nuits. Donc, à tour de rôle, moi et Marie-Ève, on allait voir... Le petit pouvait s'élever comme 8 fois. Consacré aux enfants, OK, je comprends. 8 fois par nuit, on se levait avec le premier. Puis là, on s'est dit, quand que le deuxième va arriver, qu'est-ce qu'on va faire avec les deux qui se lèvent à des heures différentes la nuit? Tu sais, sa routine du dodo n'était pas vraiment établie, le bébé. Tu sais, il dormait des fois le jour. La nuit arrivait, il ne dormait plus du tout.
Fait que quand que le deuxième est arrivé, on était chanceux. Le premier a commencé à dormir. Mais c'est le deuxième qu'après relève, c'est les nuits. Puis, il n'a jamais lâché. Ouais, On est encore là-dedans. aujourd'hui, le deuxième, il se lève encore la nuit. Oui, c'est ça. C'est une particularité. Parce que les symptômes, justement, c'est l'anxiété, entre autres. Je sais pas, j'ai déjà lu là-dessus, je dis pas les preuves scientifiques, peu importe, mais ils n'ont pas vraiment besoin de dormir. Ils peuvent fonctionner en dormant très peu. Eux, la nuit, ils se lèvent puis ils vivent leur vie. Notre plus jeune, lui... C'est pas un problème pour C'est pas un problème du tout de fonctionner là, sans beaucoup de sommeil. Là. Fait que... Traitement de l'information, on voit que oui, on traite de façon différente. Nous, écouter des films de Tigrou la nuit, là, à savoir les tunes par cœur, c'était ça. Ça a été ça pendant longtemps, mais ça se règle tranquillement. Les symptômes, entre autres l'anxiété, si c'en est un. Des fois, il y a des troubles d'opposition, de ce que je entends, de ce que je lis un petit peu partout. Les réactions peuvent être... Fait que c'est des choses qui arrivent. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de signes et symptômes, puis on en a deux. Puis c'est deux complètement différents. C'est deux frères qui sont, des fois, peuvent se chicaner tout simplement. C'est deux enfants. Ça peut prendre... C'est deux enfants malgré tout. C'est deux enfants... Oui, tout à fait. Qui ont les mêmes problèmes que tous les enfants, puis en plus, ils ont ça. Fait que ça fait des journées particulières. J'imagine. Tout sauf ordinaire. C'est ça, exactement. Pour que les gens saisissent bien que des fois, un détail pour nous, ça peut s'avérer pour une montagne pour eux. Puis que des fois, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu un moment précis dans leur routine où justement ce genre de... vous souriez? Parce que je pense que ça peut être cocasse des fois, ça là. Je pense que vous avez un exemple assez clair. Nous, l'humour fait partie de notre vie maintenant. C'est notre mécanisme de défense. Les gens qui nous connaissent le savent. Là, nous, l'humour fait partie beaucoup. Ça fait partie de la mécanisme. Ça fait partie, c'est l'acceptation, puis il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, qu'on dit tout le temps. Fait que nous, là, on n'a aucune misère à raconter ce qui se passe dans la maison, puis ça, puis on rit de ça. Des fois, il y a des gens qui viennent mal à l'aise qui ne nous connaissent pas beaucoup, là, mais c'est ça. Mais pour revenir à ta question, vraiment, qu'est-ce qui peut être un détail, puis nous, c'est tout, c'est tout. Tout. C'est tout ce qu'on apprend. Tout ce qu'on apprend d'emblée automatique, qu'un enfant normal va apprendre par imitation des parents ou peu importe, nous, il faut qu'on lui montre étape par étape. Tout au complet. Fait que ce soit de se prendre un verre d'eau, de tout défaire. Il faut qu'on lui apprenne à ouvrir l'armoire, à aller prendre le verre, à aller ouvrir l'eau, attendre que c'est froid. Y montrer chaque étape pour tout au complet. On a un pictogramme pour tout. C'est ça, notre maison est bourrée de pictogrammes. Des pictogrammes, pour expliquer, c'est des façons de faire des guides. Hein? C'est comme une séquence de gestes en dessin. C'est toutes des photos, pour expliquer le geste décortiqué. C'est ça. Nous, tu vas aux toilettes à la maison, on a des petits bonhommes qui te disent comment t'asseoir sur la toilette, comment t'essuyer, quoi faire. Tu vas dans la chambre de bain, tu vas avoir un petit bonhomme à côté de la douche qui va te dire comment te laver, comment t'essuyer quand tu sors. Il va te dire comment t'acheter tes souliers, il va te dire comment te coucher le soir, il va te dire quoi dire quand tu réponds au téléphone. Les petits bonhommes, on a des petits bonhommes partout dans la maison qui nous disent quoi faire. C'est désennuyant. C'est désennuyant. Il y a des petits bonhommes partout dans la maison. Il y a la vie chez vous. Justement, parlant de vie, chez les Hunters cet automne, les petites et les grandes victoires, ça se fête en tabarouette. Oui. Racontez-nous un petit peu là, tout ça. Des fois, ils se dépassent eux-mêmes, comme vous dites. C'est la fête chez vous. Là. Effectivement. Notre plus jeune, là, dernièrement, là, il a arrêté de prendre sa médication. On l'a sevré là, pour son épilepsie. Donc, il n'y a plus besoin de médicaments. Plus de médicaments. Puis nous autres, c'était le party à la maison. On invite la famille, les parents, les grands-parents. Hey. On fait un gâteau, on fait des décorations, puis on fête ça. Les cadeaux, tout. Les cadeaux, comme une fête d'enfant. Ouais. C'est ça. Peu importe ce qui arrive. Une bonne note à l'école. Un beau bulletin. On a une bonne nouvelle. Un jour, il va attacher ses souliers tout seul, fait qu'on va fêter ça aussi. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est petit puis qu'est-ce qui est grand, c'est très relatif de l'évaluer. Ouais. Et c'est ce qui termine la première partie déjà. Ça va vite, hein? Fait que heureusement, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à discuter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve pour l'autre émission plus tard. Merci, Michel. Voilà tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine pour la suite de tout ça parce qu'on va aller davantage dans la sphère sociale. Comment ça se passe pour les gars à l'école avec leurs amis? Comment les parents vivent ça en région, dans un milieu de proximité où tout le monde se connaît? Est-ce que ça interfère dans leur milieu de travail, dans leur relation au travail, dans leur relation avec leurs amis et leur famille? On va discuter de tout ça la semaine prochaine et encore une fois, ça risque d'être fort intéressant. Alors sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien du printemps et ne manquez pas notre rendez-vous de la semaine prochaine. Salut!